Bonjour tout le monde, on se retrouve sur Mission Agrég après une longue absence de ma part, donc pour des raisons personnelles, mais je suis bien de retour avec une petite vidéo pour dégrossir un peu les épreuves de l'agrégation externe d'espagnol, en sachant que je rentrerai bien dans le détail avec conseils, erreurs à ne pas faire, etc. dans mon e-book. Donc l'e-book, en revanche, je vais en faire un par épreuve finalement, parce que sinon c'est beaucoup trop long et on n'y voit pas assez clair. Donc le premier sur les compositions, il sortira à la fin des vacances d'octobre. C'est la deadline que je me suis fixée. Je vous en dirai plus sur Instagram le moment venu. Mais voilà, aujourd'hui, histoire de dire concrètement c'est quoi les épreuves, comment ça marche vite fait et comment ça se passe dans les faits d'un point de vue pratique. Pour ceux qui connaissent pas du tout l'agrégation externe et que peut-être c'est votre première fois, bon voilà, si vous l'avez déjà passé, ça vous intéressera pas, honnêtement. Donc, allez réviser. Alors, au niveau de l'agrégation externe, déjà, il y a deux vagues d'épreuves. Donc, tout d'abord, vous passez les écrits. Dans mon cas, comme je suis en Ile-de-France, c'était au centre des examens à Arcueil, ou maison des examens, je sais pas comment ça s'appelle, mais bref, c'est toujours là-bas. Si vous réussissez les écrits, vous passez aux oraux. Donc, concrètement, vous vous inscrivez en octobre, il me semble que c'est en octobre, sur le site Cyclable. Je vous la refais, Cyclade. Il est 9h du matin, d'accord, je suis pas encore opérationnelle. Donc sur le site Cyclade, vous vous inscrivez, vous donnez les pièces justificatives de votre dossier, comme quoi vous avez bien un master, comme quoi peut-être vous avez déjà le CAPES, comme quoi, etc. Bagheera, tu m'embêtes. Et vous recevez quelques jours avant les épreuves écrites votre convocation, donc dans mon cas à la maison des examens. Les épreuves sont sur 3 jours. Si vous travaillez, vous avez possibilité de demander à votre employeur, donc logiquement, si vous bossez pas dans l'éducation nationale, il faut que vous demandiez des jours pour aller passer votre concours. Et si vous bossez dans l'éducation nationale, ces jours, vous en avez 8 par an. Alors il me semble qu'il y a une limite par année, mais bref, ils sont dus et ils sont payés. En revanche, vous pouvez demander à la discrétion du directeur de votre établissement 2 jours supplémentaires pour préparer vos épreuves. Donc, exemple concret, si vous passez vos écrits pendant les vacances de février, comme ça a été mon cas l'année dernière, pas besoin de demander une absence. Par contre, si c'est sur vos cours, mettons mercredi, jeudi, vendredi, sachez que vous pouvez demander à votre employeur, enfin à votre directeur, de vous laisser le lundi et le mardi en plus pour réviser. Ou pour vous déplacer jusqu'au lieu de concours, évidemment. À savoir que vous avez 2 jours sur toute l'année, donc vous pouvez les demander soit pour les écrits, soit pour les oraux, mais pas les deux. Donc il faut bien décider. Moi, j'avais préféré les garder pour les oraux. Logique, j'ai passé les écrits pendant les vacances, donc voilà. À savoir que c'est pas un dû, il n'est pas obligé de vous les payer, mais il me semble qu'il est obligé de les accepter, soit en vous proposant de rattraper vos heures, soit, bon, de toute façon, c'est logique, vous n'allez pas partir le matin même si vous habitez comme moi, par exemple vers Melun. Je vous assure que je regrette pas d'avoir adopté des chatons. Mais vraiment, ils font que des conneries. Bon, je reviens. Donc comme je disais, si vous habitez comme moi vers Melun pour aller jusqu'à Arcueil, bon, vous n'allez pas faire le chemin le matin même, quoi. Donc voilà. À savoir aussi, si jamais vous passez vos épreuves un lundi, vous avez le droit de demander ces 2 jours supplémentaires de révision le vendredi. Le samedi, normalement, c'est un jour ouvrable, donc il compte, voilà. Mais vous pouvez demander effectivement le vendredi pour le lundi, tu vois. Sachant que moi, mon chef est vraiment sympa, il me donne toujours le jeudi, vendredi, même si mes épreuves, c'était le lundi, par exemple. Donc voilà. Au niveau pratique, prenez vraiment un hôtel proche du lieu d'examen, parce que les épreuves sont extrêmement fatigantes. C'est très difficile de rester mobilisé, concentré et au taquet pendant 3 jours. Je vous invite vraiment à prendre... Par exemple, moi, j'avais pris la résidence chlorophylle, ça s'appelle, proche de Arcueil. C'est vraiment un gain de temps et un gain de charge mentale, on va dire. Enfin,
de marcher juste 15 minutes jusqu'au centre des examens plutôt que de prendre la voiture, être en retard, trouver une place, gna gna gna, le RER, tout le monde qui est stressé parce que tout le monde va au concours. Enfin bref, marcher un petit peu avant les épreuves, moi ça me faisait du bien. Donc voilà, ensuite vous arrivez sur votre centre d'examen. Donc pour l'agrég externe d'espagnol, on commence par les compositions. Donc la composition en espagnol. Composition, normalement, vous savez tous ce que c'est. On en fait à la fac, on en fait au lycée. Bon, je rentrerai dans les détails dans mon e-book, mais grosso modo, vous avez une citation d'un critique, ou bien une question thématique, quoi, un thème à débattre, enfin, à développer, à discuter même. Et il faut voilà, faire une proposition de plan, enfin plutôt d'ailleurs pas une proposition de plan, le plan il est sur votre brouillon. Mais je veux dire, il faut rédiger, vraiment, avec des belles phrases, des parties, des transitions, et montrer en quoi est-ce que la citation est pertinente, jusqu'à quel point elle est pertinente, et quels sont les exemples concrets, les citations concrètes que vous pouvez donner en argument, quoi. Voilà. Donc ça, c'est pendant 7 heures. Vous avez 7 heures d'épreuve. Vous pouvez partir au bout d'1 heure d'épreuve. Et vous pouvez aller aux toilettes jusqu'à 30 minutes avant la fin de l'épreuve. Voilà. Donc voilà. Le premier jour, évidemment, ils regardent vos identités, ils fouillent vos sacs. Ils regardent vos sacs. Vous n'avez pas le droit d'amener du verre. Moi, je me suis fait recal avec mon tupperware et ma gourde, parce que c'était en verre. Ils m'ont dit, bah non, madame, on les garde, vous les récupérez après. Donc voilà, j'ai fait ma première épreuve sans manger et sans boire. Honte à moi. Vous pouvez aller aux toilettes, ils sont juste à côté de la salle à Arcueil en tout cas, donc voilà, c'est pas une grosse perte de temps d'aller aux toilettes. Sur 7 heures, vous irez aux toilettes, hein, évidemment. Que vous dire de plus? Bah, pas grand-chose. Allez, on passe à la suite. Le deuxième jour, vous avez traduction, les deux à la fois. C'est sur 6 heures. Donc vous commencez par, je sais plus, soit c'est thème, soit c'est version, j'en sais rien. En tout cas, vous avez donc 3 heures par traduction. Il faut bien gérer son temps. Moi, personnellement, c'est toujours une épreuve que je finis en 3 heures, parce que je fais n'importe quoi, honnêtement. À la fois, je suis très bonne en traduction et à la fois, j'ai pas envie de me prendre la tête, donc je me casse assez rapidement et je pense que je perds beaucoup de points à pas me relire, mais ça, j'y reviendrai dans mon e-book dans les erreurs à ne pas faire, et j'espère que vous ferez mieux que moi, parce qu'au final, je me suis tapé des 4,60 en traduction et j'en suis pas fière, alors que toute ma prépa, j'avais des 15, mais bref. Et la traduction, c'est un système de notation très particulier, que vous connaissez sûrement si vous avez fait une fac, évidemment, les points fautes. Donc là encore, je rentrerai dans le détail dans mon e-book, mais normalement, vous connaissez le principe. L'objectif, c'est évidemment de faire le moins de fautes possible, ou plutôt de faire des fautes qui vous enlèvent le moins de points possible. Voilà. Donc il y a toujours un texte classique, dans le sens où la version, elle est souvent classique. Donc n'hésitez pas à bosser un petit peu quand même le vocabulaire classique. Moi, les 3 fois où j'ai passé la grecque, c'était de la version classique. Voilà. Donc honnêtement, je pense qu'on est privilégié en tant que Français, parce que ça reste quand même assez facile. Enfin, facile. Ça reste traduisible, alors que je pense que les hispanophones, ils doivent vraiment galérer, quoi. Pour le rendre cette atmosphère en français, il faut le faire, quoi. Bref. 6 heures pour ça. Même chose, vous pouvez aller aux toilettes jusqu'à 30 minutes avant la fin de l'épreuve. Vous pouvez partir au bout d'1 heure d'épreuve, et puis voilà. 3e jour, composition en français. Là, ça commence à tirer. Je pense qu'on est franchement avantagé en tant que Français de terminer par le français, parce que c'est notre langue, donc ça va plus vite, c'est plus fluide, nanani nanana. Donc, tout pareil, citation en français. Ouais, citation en français. Moi, j'étais tombée sur les Comedias avec une superbe citation de Witz. Donc, vous regarderez le sujet qui est dans les rapports de jury, qui était mais horrible à comprendre. J'ai passé 15 minutes à essayer de le comprendre, mais bon, au final, on s'en sort. Donc, même chose que la première, en fait. C'est une composition. Il faut faire vos petites parties, vos petites transitions, expliquer pourquoi. L'auteur, il a raison jusqu'à ce point-là parce que... Mais en même temps, on peut dire que gna gna gna. Bon, voilà. Je vous donnerai ma méthodologie perso pour faire un plan correct dans l'e-book. Achetez mon e-book, s'il vous plaît. Je rigole, faut déjà que je le finisse. Mais honnêtement, je pense qu'il pourra vraiment, vraiment vous être utile. Enfin, je vais faire un truc, honnêtement, je suis
je suis fière de mon travail. Donc bref, anyway, on revient à nos moutons. Normalement, vous êtes KO. Vous rentrez chez vous, vous avez envie de pleurer, vous vous dites j'ai fait de la merde. Et c'est là qu'il ne faut pas faire l'erreur que je fais à chaque fois. Vérifiez. Ne vérifiez rien. Les écrits sont passés, on s'en bat les couilles. Pardon, on s'en fout. Vous passez à la suite. Vous préparez votre oral. Même si vous ne savez pas si vous avez l'oral, vous le préparez. Parce que c'est là que tout le monde lâche. Tout le monde se dit « Ah, je vais me prendre 1 ou 2 semaines pour me remettre de mes émotions. » Soit, prenez 1 ou 2 semaines, mais remettez-vous au travail. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent d'avoir les résultats. Sachant que nous, on avait passé donc le tac février, c'était les écrits. On a eu confirmation de si on était pris en avril. Donc il y a 1 mois et demi, 2 mois qui passent. Si vous bossez pas, vous perdez tout. Hein. Franchement, faut s'y mettre. Hein. Faut s'y remettre même. Donc ne lâchez pas et remettez-vous au travail. Ensuite, vous apprenez donc si vous êtes pris ou pas. Donc voilà. Vous ne connaissez pas vos notes. Sauf si vous n'êtes pas pris à l'oral. À ce moment-là, vous connaissez vos notes. Vous arrivez à savoir avec les uns les autres où se trouve la barre d'admissibilité. Donc la barre d'admissibilité, grosso modo, c'est la note minimale, la moyenne minimale des épreuves de l'écrit nécessaire pour passer à l'oral. Typiquement, la première année où j'ai passé l'agrégation, la barre d'admissibilité, elle était à 45 points. J'avais 45 points. J'étais la dernière admise. Admissible, pardon. J'étais la dernière admissible. Ça veut dire que la première année, j'y suis allée YOLO, je connaissais rien, j'avais pas lu les livres et tout. Et bah juste avec ma méthode, ma méthodologie et mes skills en traduction, j'ai réussi à être prise à l'oral. Mais j'étais la dernière, c'est-à-dire que j'avais le minimum de points requis pour passer à l'oral. Donc que j'étais la plus nulle parmi tous ceux qui... Enfin, j'avais pas de points d'avance, c'est ça qu'il faut retenir en fait. Donc il faut vraiment essayer de gagner des points à l'écrit, puisque à la fin, c'est la moyenne de l'écrit plus la moyenne de l'oral qui compte. Alors avec des coefficients différents, là je vous dis n'importe quoi en fait, c'est chaque épreuve qui compte selon des coefficients bien particuliers. Mais gardez en tête que à l'oral, même si vous foirez une épreuve, vos épreuves d'écrit, elles comptent aussi. Donc il faut pas, voilà. Il faut pas se dire, c'est pas parce que vous avez raté une épreuve que c'est la fin du monde. Il y a 7 épreuves, il y a de quoi faire. D'accord? Il y a de quoi réussir. Donc bref, vous avez passé votre écrit, vous êtes en PLS, vous prenez une semaine, et puis vous êtes admissible. Donc c'est génial. Vous vous préparez, sachant que d'habitude, moi, c'était au lycée Turbigo à Paris, et là, cette année, ils sont montés à Arcueil. Donc ils avaient décalé à Arcueil à cause des Jeux Olympiques, puis ils ont décidé... à Arras, pardon. Ils ont décidé de rester à Arras, donc du coup, cette année, je suis montée à Arras pour passer l'oral. Pour le coup, l'oral, c'est tous les candidats au même endroit. Donc même si vous passez la grègue à La Réunion, il faudra venir à Arras. Voilà, bon courage. Mais voilà, grosso modo, c'est comme ça. Il y a 3 vagues. Donc début juin, il y a 3 vagues ou 4, je sais plus. Mais il y a plusieurs vagues. Donc vous êtes convoqués soit sur la première vague, soit sur la deuxième, soit sur la troisième, gna gna gna. Et donc moi, chaque année, j'ai été convoquée sur la dernière vague. Donc tant mieux, parce que du coup j'avais plus de temps pour réviser. Et en plus, quand vous êtes dans la dernière vague, il y a moyen de déduire un petit peu les sujets que vous allez avoir, parce qu'ils ont un nombre défini de sujets par épreuve. Et donc, au final, par élimination, vous parlez avec les uns les autres, ils vous disent ce qui est déjà tombé, et vous pouvez déduire que si Raphaël Chirbes, il est déjà tombé 4 fois, a priori, ça sera les comédias, vous voyez. Bref, c'est sympa. C'est sympa de passer dernier, voilà. Et en même temps, une fois que vous passez premier, bah, c'est fait, quoi. C'est fait. Parce que vraiment, ceux qui passent en dernier, on n'en peut plus, quoi. On a 3 semaines de plus pour réviser, mais en fait, on n'en peut plus. Et puis, il faut dire aussi que les quotas, je veux dire, voilà, hein, ils ont vu la première semaine, ils ont vu des gens exceptionnels, peut-être que nous, du coup, on va sembler totalement nuls. Alors que si vous passez premier, en revanche, vous n'avez pas de point de comparaison. Donc c'est aussi peut-être un avantage. Bref, vous verrez votre affaire. Au niveau des épreuves, c'est freestyle. Vous avez un groupe de 3-4 élèves, vous avez les mêmes épreuves en même temps que ces élèves-là, enfin que ces candidats-là, mais les autres de votre vague les ont dans un ordre différent. Non seulement parce que comme ça nous évite de tous avoir les mêmes sujets et de communiquer entre nous. Ensuite, du coup, on passe à des heures différentes pour pas pouvoir communiquer. Et enfin, les jurys se relaient, en fait, ils peuvent pas... le jury de linguistique peut pas faire passer tout le monde en même temps, logique, le même jour. Donc du coup, vraiment, là, je vous donne un ordre d'épreuves, ça se trouve, vous aurez un ordre totalement différent.
Moi, j'ai commencé par quoi? Par linguistique. J'ai commencé par la linguistique, voilà, ma bête noire, et en même temps, j'adore cette épreuve, elle est incroyable. L'épreuve de linguistique, c'est 5 épreuves en une, voilà, histoire de histoire de compliquer les choses. Donc en gros, vous avez donc cette année aussi, c'est, Comedias et Mariana Enriquez. L'objectif de l'épreuve de linguistique, c'est vraiment de rendre compte d'un système linguistique et d'une particularité de la langue, soit à une époque donnée, soit sur une aire géographique donnée. Donc, logiquement, Mariana Enriquez, l'Argentine, l'espagnol argentin du 20e, 21e siècle, et Comedias, la langue du siècle d'or. Voilà. Et l'objectif, c'est de montrer en quoi est-ce qu'il y a des variations par rapport à la langue normée, à la norme, on va dire, castillane. Faut pas dire langue normée, c'est une erreur de ma part. Mais bref, par rapport à la langue, à la norme castillane. Donc, du coup, en fait, c'est super intéressant parce que vous avez un texte avec des choses qui ne sont pas correctes en espagnol d'Espagne actuelle, qui ne sont pas correctes ou plus correctes, ou qui sont simplement différentes, qui n'existent pas. Et donc, c'est super intéressant parce que c'est un peu cherche les 7 différences, quoi. Cherche ce qui te tique. Ah tiens, moi, j'aurais pas dit ça comme ça. Et du coup, tu expliques pourquoi. Pourquoi est-ce qu'eux, ils disent comme ça et pourquoi, toi, comment tu l'aurais dit avec la langue normée de l'Espagne. Donc c'est super intéressant. Ça implique de bien connaître son système linguistique castillan actuel. Ça implique de bien connaître la langue du siècle d'or et la langue de Buenos Aires en l'occurrence. Et voilà. Donc concrètement, mais c'est quand même compliqué la linguistique. Enfin, honnêtement, je développerai mieux dans mon e-book parce que c'est quand même un truc de ouf. Mais grosso modo, vous recevez un texte. Alors, il fait 3 pages à peu près, 3 pages à 4. Moi, j'étais tombée sur les comedias. Donc, vous avez vos vers comme ça, là, tac, sur 3 pages. Et vous avez... en plus, elle est hyper compliquée parce que... C'est combien? C'est 2 heures, je crois? 2 ou 3? Je viens de vérifier, donc c'est 2 heures de préparation, coefficient 3. Donc, vous avez votre texte devant vous. Tout d'abord, vous avez un passage en gras que vous allez devoir lire en prononciation restituée. Donc avec la prononciation de Buenos Aires ou avec la prononciation du siècle d'or. Ouh, c'est compliqué. Oui, il faut prendre des cours pour savoir comment est-ce qu'on prononce tout ça. Moi, je vous ferai un petit truc sur l'e-book, histoire de... Voilà. Mais honnêtement, il faut vous entraîner. Il faut vous entraîner à lire à voix haute, etc. Ensuite, une fois que vous avez lu votre passage, vous allez expliquer pourquoi vous avez lu comme ça. Donc, deuxième partie, vous présentez le système linguistique. Pardon, le système phonologique. Donc, les phonèmes. Je suis dans mon système, le système médiéval de l'espagnol, connaissez une opposition sourde sonore, nanana, des occlusives. Bon, et vous êtes parti, votre texte est toujours le même, et puis quand vous parlez un petit peu de l'Argentine, à ce moment-là, vous passez, après le siècle d'or, vous passez directement à l'Argentine et vous expliquez comment est-ce que ça a évolué en Amérique latine, tout simplement. Et comment est-ce qu'à Buenos Aires particulièrement, on est arrivé avec le phénomène de séisme, etc. Je ne vais pas vous faire le cours. Il y a des choses très bien faites sur Internet et autres. Mais si vous faites une prépa, vous aurez les cours, il n'y a pas de souci. En tout cas, vous pouvez aussi bien tomber sur l'un que l'autre, donc ne faites pas d'impasse. Voilà. Une fois que vous avez expliqué votre système phonologique, vous passez à l'analyse des faits de langue. Donc là, vous devez trouver des faits de langue par catégorie. D'abord, on commence par la graphie, 2 faits de langue. Ensuite, vous passez à la morphosyntaxe nominale. Ensuite, vous passez à la morphosyntaxe verbale. Ensuite, vous passez à la... J'en oublie clairement. Qu'est-ce que j'oublie? Vous passez à la morphologie. Non, c'est quoi? Il y a sémantique. Et honnêtement, le dernier, je l'ai plus. Moi, là, j'ai débranché de l'agrégation. Mais je vous ressortirai mes fiches méthodologiques, je vous expliquerai tout dans l'e-book. En tout cas, il vous faut donc à peu près 8 faits de langue, 6, 7, 8 faits de langue, selon le temps que vous avez, parce que vous avez que 30 minutes pour passer, pour parler. Donc, vous expliquez, voilà, dans le texte, je repère tel truc, c'est différent de l'espagnol, depuis le latin, ça a évolué comme ça normalement, sauf que là, on a une évolution qui a évolué différemment. Pourquoi? Parce que... Et du coup, ça donne que dans le texte, on a cette version-là, alors que normalement, en espagnol de Castille, on dit ça. Par exemple. Etc., etc. Et vous faites ça pour tous vos exemples.
Ensuite, il faut choisir des exemples, attention, il ne faut pas choisir n'importe quoi. Il faut choisir des exemples qui sont révélateurs de la particularité du texte. Donc par exemple, moi pour les comédias, j'avais typiquement un dialogue. Bon, logique, c'est du théâtre. Mais on voyait vraiment la différence de traitement de la locuteur. Un moment c'était usted, un moment c'était vos, un moment c'était vosotros. Donc là, c'est pertinent de traiter le traitement de la locuteur dans ce texte. Je ne vais pas traiter le présent alors que tout mon dialogue, il est au passé simple, vous voyez. Donc là, l'opposition passé simple, passé composé, passé imparfait, c'était pertinent. Parce que j'avais vraiment des éléments qui faisaient système. Donc soit vous avez des éléments qui font système, soit vous avez vraiment un truc mais hyper typique du siècle d'or ou hyper typique de l'Argentine, et vous pouvez pas passer à côté, quoi. Parce que si vous passez à côté, le jury il va dire non mais là il se fout de notre gueule, il connaît pas sa linguistique, quoi. Donc voilà, il faut choisir des exemples qui sont vraiment pertinents et propres à votre texte. Il faut pas vous dire c'est bon, je choisis 3 faits de langue au hasard et je vais les présenter. Pas comme ça que ça marche. Donc voilà, il y a un travail de repérage, puis de présentation des faits de langue qui est important. Ensuite, vous passez à la sémantique, donc vous expliquez des mots typiques et vraiment pertinents, encore une fois, dans votre texte. Vous avez des dictionnaires à disposition, donc voilà, là vous utilisez les dictionnaires étymologiques et compagnie. Et enfin, la grammaire historique. La grammaire historique, je déteste ça. Non, c'est passionnant, mais je l'ai complètement pas révisé. Vraiment, j'ai fait l'impasse parce que j'avais pas le temps. Et je m'en suis mordu les doigts parce que la jury en face, elle était visiblement spécialiste de grammaire historique. Elle m'a bien malmenée. En plus, la première année de mon agrégation à l'oral, je suis tombée sur le mot noce. Donc vous partez de noctem et il faut montrer comment est-ce que depuis le latin on évolue en noce. Et j'avais pas su faire. Et cette année, je suis tombée sur noce à nouveau. Donc voilà, je suis tombée sur noce à nouveau et je suis tombée sur... je sais plus. Honnêtement, je sais plus. Mais il y a 2 mots en gras dans le texte que vous devez faire évoluer depuis le latin jusqu'à nos jours. Enfin, en tout cas, jusqu'à la version dans le texte. Donc voilà, ça c'est la dernière partie. Et une fois que vous avez parlé 30 minutes, bon, logiquement, vous faites 27 minutes parce que vous voulez permettre à votre cher jury d'aller faire pipi entre chaque groupe. Et donc voilà, il ne faut pas faire 30 minutes, mais il faut faire 27, 28. Il vous pose des questions pendant 10, 15 minutes. 15 minutes maximum. Et là, vous vous chiez dessus parce que vraiment, les questions qu'il vous pose, c'est genre waouh. Donc voilà. Ensuite, je vous mettrai des exemples de questions dans l'e-book que j'ai eu et comment j'ai répondu versus ce que j'aurais dû répondre. Mais c'est assez intéressant parce qu'en fait, c'est des questions qui vous amènent à nuancer ce que vous avez dit ou vous corriger. Donc, si vous pose une question, c'est que vous avez dit de la merde. Voilà, il faut corriger. Alors que moi, la première année, purée. Première année, ils me disent quoi? Ils me disent donc vous avez dit que le C ou le T, je sais plus, se palatalisait en tche. Est-ce que vous êtes sûr? Et moi, comme une débile, oui. Oui, je suis sûre. Bah logique, je suis sûre, je ne sais pas. Je ne sais pas, je vais pas leur dire je sais pas. Sauf qu'en fait, c'est pas la bonne attitude à avoir et je me suis fait recal à l'oral la première année parce que j'ai fait n'importe quoi. Anyway, donc ça c'était la linguistique. On passe à la suite. Après, j'ai passé j'ai passé le portugais. Portugais. Donc soit vous passez portugais, soit vous passez catalan. Je sais plus s'il y a latin, j'en sais rien. En tout cas, voilà, le portugais, vous avez un livre. En l'occurrence, nous, c'était Maria Gabriela Jansol et son journal intime. Donc ce livre, vous allez devoir l'expliquer, en fait. Hein. Vous allez, grosso modo, avoir un texte issu de ce bouquin en portugais. Et il faut faire une explication de texte en français. Donc, comme avec la linguistique, vous avez une partie à lire, donc en prononciation évidemment portugaise, il faut s'entraîner à lire en portugais. Ce passage-là, vous allez devoir... Oh, j'ai oublié pour la linguistique, il y avait un passage de traduction. Mais oui, c'était ça la 5e partie. Pardon, je reviens en arrière. Linguistique, le passage que vous avez lu, il faudra le traduire à la lumière de vos explications. En français. En portugais, même chose, vous lisez votre passage en portugais, vous faites votre explication de texte, donc voilà, ligne 1, etc. Une explication de texte, je vais pas vous faire un dessin. Et enfin, vous traduisez votre extrait. Et là, pareil, les personnes vous posent des questions en français. Donc, soit dit en passant, très très intéressant, Maria Gabriela Jansol, j'ai adoré. C'était super. Franchement, et puis j'ai d'être ça. L'épreuve portugais, j'ai vraiment bien réussi, donc trop contente. Mais voilà, ne vous inquiétez pas, c'est pas une épreuve en portugais, il y a juste la lecture
et éventuellement la traduction, mais vous avez un dictionnaire, donc voilà. Ensuite, il y a l'explication de texte en espagnol, donc là, tout en espagnol. C'est, encore une fois, moi, je suis tombée sur les comedias. Donc, explication de texte, bah, grosso modo, montrer en quoi est-ce que ce texte est pertinent, pourquoi ils ont choisi ce texte-là, qu'est-ce que ça montre par rapport à l'œuvre ou par rapport à la démarche de l'auteur, choisi. Là, évidemment, vous êtes obligé de tomber sur, la littérature, hein. Ça peut pas être, c'est forcément Chirves Comedias ou Mariana Enríquez, ça peut pas être autre chose. C'est forcément un texte. Donc là, vous savez que, voilà, vous allez tomber sur un des 3. Donc montrer en quoi est-ce que, en fait, le fragment choisi est représentatif de l'œuvre. C'est ça l'objectif. En quoi est-ce que dans le passage choisi, on a les mécanismes typiques de l'auteur, on a peut-être, je sais pas, un positionnement critique, je pense notamment à Chirves, vis-à-vis de l'histoire, vis-à-vis de Mariana Enríquez, comment est-ce qu'on a une défamiliarisation des codes du gothique pour voilà, renforcer son message social. Bon, après, selon que vous prenez le côté féministe ou social, je sais pas, c'est votre explication, mais comme vous voulez. Et moi, c'était Comedias, donc du coup, comment est-ce que l'auteur révolutionne comment l'auteur révolutionne les codes de la comédie classique, en fait, hein. Donc la comédia nueva, parce que moi, je suis tombée sur El Acero. Donc voilà. Ensuite, vous avez une superbe leçon. Ah, la leçon. Oh là là, la leçon. Oh, la loose. Horrible. Donc la leçon, moi, je suis tombée sur les comunidades, et c'était littéralement las ciudades en las comunidades. Démerde-toi. Alors là, moi, c'était le thème que j'avais le moins révisé. Je n'apprends pas de mes erreurs, parce que l'année dernière, enfin l'année d'avant, j'étais à nouveau tombée dessus, j'avais fait l'impasse, et à l'écrit, j'avais rien pu pondre. Donc voilà, grosso modo, c'était pas une partie de plaisir, mais bon, je suis à l'aise à l'oral, donc j'ai sauvé la casse grâce à la langue. Mais honnêtement, c'était nul, hein, ce que j'ai dit, hein. Mais bref, je vous ferai un débrief plus tard de voilà, des erreurs que j'ai faites, etc. Mais la leçon, en fait, voilà, vous avez donc vraiment une citation, un thème, en fait, hein. Il y a 3 ans, j'étais tombée sur Las voces en Leonardo, je sais plus c'était qui l'auteur, mais les voix dans telle œuvre. Imaginez, Las voces en Rafael Chirves. Waouh, ça serait incroyable. Donc, en fait, c'est ça. Et vous devez faire littéralement un cours de fac. Donc, vous avez votre thème et vous devez dire exactement où est-ce qu'on le trouve, en quelle quantité on le trouve, quel est le rôle, on va dire, la portée de ce thème dans l'œuvre ou dans le. Je regarde ce que font mes chats parce qu'ils font bien des bêtises, hein. Ou dans la période, enfin dans la période ouais, historique et sociale qu'on vous demande d'étudier. Et il faut faire donc un plan comme une composition, sauf que c'est à l'oral. Voilà. Démontrer en quoi est-ce que ce thème est pertinent vis-à-vis de la question posée, vis-à-vis de la question du thème, en fait, posé. Et donc voilà, et après, voilà, il faut cuisine, hein, il faut connaître vos dates, il faut connaître vos acteurs, il faut connaître... c'est du full espagnol, là, donc c'est vrai que c'est costaud. C'est costaud, mais bon, moi j'ai fini par ça, donc au final, heureusement, parce que sinon, si... Ah non, j'ai pas fini par ça, je dis n'importe quoi. Mais je sais qu'après cette truc, j'avais envie de rentrer chez moi, hein, c'était pas facile. Voilà, une fois que vous avez fait toutes ces épreuves, vous rentrez chez vous, vous êtes au bout de votre vie. Si comme moi, vous passez dans la dernière vague, vous avez les résultats le lendemain. Donc le lendemain, vous allez sur le site, c'est public. Tous vos copains, copines, ils peuvent aller voir si vous êtes admis ou pas. Et voilà. Et donc j'étais admise et j'étais même pas soulagée, c'était vraiment le vide dans ma tête, j'étais en mode waouh, c'est fini quoi. Après 3 ans, c'est fini. Donc bref, je rentrerai dans les détails dans mon e-book pour les épreuves. Je vous ferai quand même des vidéos, les erreurs à ne pas faire pour telle épreuve ou telle autre, et comment bien vous préparer pour chacune d'entre elles. Mais voilà, déjà pour dégrossir, j'espère que vous aurez appris 2-3 trucs, ça, et que vous irez quand même lire les rapports de jury parce qu'ils viennent de sortir, j'ai vu. Donc voilà, moi-même j'irai lire parce que j'ai envie de voir un peu où j'ai merdé cette année, malgré tout, parce que j'aurais pu avoir de meilleures notes, ça c'est clair, mais et voilà. Gardez le cap,
Si la plupart des gens se découragent, essayez de ne pas le faire vous-même. Et rappelez-vous que si des gens l'ont, c'est que c'est possible. Bisous!